Ah, ça fonctionne. Comment? Je suis pas sûre que tu aies partagé ton écran. Oui, je vais encore partager. Merci. Je vais partager mon écran. Hop. Voilà. Ça marche. Super. Est-ce que vous voyez bien tout aux personnes qui sont en ligne? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous voyez bien la présentation? Tout le monde a coupé très bien. Oui, c'est ça bon. marche. Super. Donc, bienvenue à cette petite formation sur le projet FloraBru. Voilà un petit peu le programme de la soirée. Je vous propose, pendant la présentation, pour être efficace, je propose que je passe à travers tout ce que je dois vous dire et qu'on se réserve en fin de séance une bonne demi-heure de questions-réponses pour éventuellement compléter les informations avec des questions que vous vous posez. Donc, je vais faire un bref rappel du contexte et des objectifs, puisque je pense que parmi vous, la plupart d'entre vous ont déjà fait connaissance avec le projet, soit vous étiez là à la séance du 10 avril, soit vous avez pris connaissance par vos propres moyens. Certains ont participé au BioBlitz ou à l'une ou l'autre formation, donc je pense qu'on peut passer assez rapidement là-dessus. Ensuite, je vous détaillerai la méthode d'inventaire, donc ce qui concerne le protocole, la préparation du travail de terrain et le travail de terrain en lui-même. Et puis, j'expliquerai ce qui se fait en ligne, donc pour l'adoption d'un carré, et l'encodage des données avec les applications, en particulier l'application OpsMap. Et puis, voilà, rapidement, je passerai sur les ressources et les autres infos utiles et les prochaines étapes du projet. Hop, et alors, je tâcherai de faire une pause. N'hésitez pas à me le rappeler si vous avez besoin de vous dégourdir les jambes, plus ou moins à mi-parcours, histoire de se ravitailler un peu. Donc voilà, on y va. Bref rappel du projet. Donc, le contexte, c'est que Bruxelles Environnement a confié à Natagora et Naturpunt ce projet de nouvel atlas floristique suite à l'obligation européenne de monitorer, de suivre la nature et en particulier la flore de la région. Et donc, ce projet a commencé en janvier de cette année. Alors, qu'est-ce qu'un atlas? Eh bien, c'est une liste la plus exhaustive possible des espèces présentes dans chaque carré IFBL. J'expliquerai tout à l'heure ce qu'est un carré IFBL. Et sur base de ces listes exhaustives, on dresse une cartographie pour chaque espèce de plante présente avec un commentaire sur sa distribution et sur son évolution. Donc, voilà les carrés IFBL de la région bruxelloise, avec comme exemple l'anémone sylvie, où on voit 3 périodes d'atlas qui sont... Valérie, oui. tu ne partages pas ton écran, enfin, tu ne partages pas l'écran que tu as en face. En tout cas, pour le moment, on ne voit toujours que la formation des volontaires première séance. Donc, à mon avis, tu n'es pas dans ce qu'il faut partager sur Zoom, entre guillemets. Et attends, alors je vais rectifier ça. Donc, il faudrait que tu fasses dupliquer l'écran ou... À mon avis, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je vais arrêter le partage. Peut-être que j'ai voulu partager autre chose que le bon écran. Tiens. En tout cas, on voyait ta présentation en mode PowerPoint, Oui, je mais vois. édition. Et bloqué sur la première. Et bloqué sur la première. Ah, ça m'a... et là, si tu pouvais aller sur paramètres d'affichage en haut et tu fais dupliquer. Ouais.
Voilà, et ça devrait aller. Voilà. Ah non, Attends, là. Là, normalement, ça devrait marcher, non? Non, pour le Parce que- moment, on Non, voit là, juste la classe. On ne voit pas le t'as arrêté de PowerPoint. partager ton écran, là. Ça s'est arrêté. Je sais pas pourquoi. Juste avant que tu cliques sur dupliquer, on voyait bien. Voilà, maintenant c'est Voilà, bon. mais c'est parfait maintenant. Ok. J'espère que c'est parfait pour ceux qui sont dans la salle aussi. Oui, c'est un petit peu moins pratique, mais On voit quand même. Ah, évidemment. faut réduire. Tu peux, voilà. Ça, voilà. C'est- Hop. Ça prend le Tu minimum. le mets au de rebut. place. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez raté? Pas grand-chose. En gros, ce que je voulais vous montrer, c'est surtout cette carte de distribution de l'anémone Sylvie, où on voit les différents carrés où elle est présente, où elle était présente dans le dernier atlas qui a été publié en 2006, en comparaison avec les zones où elle était présente pendant la période de 72 à 94 et les zones où elle était présente dans la période encore précédente, entre 1939 et 1971. Donc, l'atlas, ce travail d'atlas, c'est vraiment de comparer la distribution des espèces entre différentes périodes, voir un petit peu comment cette distribution évolue dans une large échelle de temps. Et donc, voilà, comme je disais, comment évolue la composition et la richesse floristique du territoire bruxellois, c'est un des objectifs de l'atlas. Analyser la distribution de chaque espèce avec une attention particulière aux espèces d'importance régionale, autrement dit aux espèces rares, même si on peut difficilement parler d'espèces rares à l'échelle d'une région aussi petite que Bruxelles, mais il y a quand même des espèces d'importance régionale, patrimoniale, et puis les espèces invasives aussi, dont on va se soucier un petit peu plus spécifiquement. Et donc, ce travail permet de développer les connaissances sur l'état de la nature, savoir où et comment agir, sur quelles espèces, sur quels milieux il faudrait agir, quelles mesures il faudrait prendre, quelles stratégies on pourrait adopter au niveau des institutions régionales pour favoriser la nature. Et donc, cet atlas va venir nourrir la base de connaissances sur la nature à Bruxelles et nourrir des documents politiques comme le rapport nature, l'état de l'environnement, etc. etc. Et alors, cette année, cette fois-ci, oula, ça c'est à mon avis quelqu'un qui est à la porte. Donc, on a aussi saisi cette opportunité pour mobiliser et fédérer les botanistes volontaires à l'échelle bruxelloise et faire découvrir la flore urbaine au grand public à travers des balades guidées, des bioblitz et donc en tant qu'activité grand public, non pas dans le but de recruter forcément des nouveaux volontaires, mais plutôt pour s'adresser, pour rendre un volet un peu vulgarisé de cet atlas, de le rendre accessible au grand public et de éventuellement donner le goût de la botanique à de nouvelles personnes. La méthodologie générale du projet, c'est cette année, en 2024, on va surtout poser les bases du projet. Donc, on a déjà précisé le protocole scientifique, on a commencé à construire la base de données, à créer des outils qui vont nous permettre de mener à bien ce projet. Et alors, il y a tout un travail de mobilisation des bénévoles qui est encore en cours. Et donc de formalisation, de formation des volontaires. Et à l'issue de ces formations, on espère que vous serez outillés pour commencer le travail de terrain en gardant à l'esprit que le projet ne fait encore que commencer et que les outils sont peut-être encore amenés à être améliorés
perfectionner pour répondre au mieux à vos besoins. Donc, le 2025 sera la première vraie année de terrain. Hein, surtout maintenant, la végétation, la saison de végétation a déjà commencé. Donc, c'est en 2025 qu'on pourra avoir la première année complète. 2026 sera la deuxième année d'inventaire. Et 2027, ce sera l'année consacrée à l'analyse des données, à l'élaboration des cartes, l'interprétation des résultats et la publication de la classe. Alors, le rôle des volontaires dans tout ça, eh bien, c'est de réaliser l'inventaire de terrain. Donc, on a 188 carrés IFBL sur la région bruxelloise, dont 126 carrés entiers. Donc, ce sont des carrés de 1 km sur 1 km. Et donc, on a 126 carrés entiers et plus 48 qui sont au moins pour moitié en région de Bruxelles-Capitale. Donc, ça fait quand même un beau paquet de kilomètres carrés à inventorier. Et l'idée, c'est que chaque volontaire choisisse un ou éventuellement plusieurs carrés à inventorier pour dresser, comme je disais tout à l'heure, cette liste la plus exhaustive possible des espèces de plantes présentes dans ce carré. Et cette liste serait encodée sur observation.be, qui sera notre outil, notre interface privilégiée pour la collecte de toutes ces données. La méthode d'inventaire. Donc, le protocole de terrain, le protocole scientifique pour réaliser cet inventaire, eh bien, ça va commencer par une préparation avant d'aller sur le terrain. L'idée, c'est d'imaginer, de créer un parcours, autrement dit un transect en langage scientifique, donc un mode d'échantillonnage linéaire qu'on va parcourir. Et pour que ce transect, donc notre échantillonnage, soit représentatif de tous les milieux qui sont présents dans notre carré et donc de toutes les espèces qui sont potentiellement présentes dans notre carré, on va se baser sur des cartes ou sur des images satellites pour se faire une idée des différents milieux qu'on peut trouver dans notre carré. Et on va s'arranger pour que notre parcours passe par ces différents milieux. Donc, par exemple, si vous avez des rues boisées, des rues non boisées, des avenues avec des bermes centrales, si vous avez des pelouses, des prairies, des mares, des milieux humides, des milieux secs, eh bien, l'idée, c'est que votre parcours passe par tous ces milieux différents. Alors, pour vous aider dans cette préparation, vous pouvez vous baser sur la carte d'évaluation biologique, dont j'ai mis le lien ici, et qui est aussi dans le manuel dont je parlerai tout à l'heure. Malheureusement, les carrés IFBL n'apparaissent pas sur cette carte, mais en principe, il y a moyen de retenir les 4 points qui forment les bords du carré et de se faire plus ou moins une idée de ce que ça donne sur cette carte-là. Alors, ce que j'ai mis plus tard. Donc, l'idée, c'est que ce parcours fasse environ 4 km, disons minimum 2 jusqu'à 4 km, pour que d'un carré à l'autre, on ait un échantillon plus ou moins équivalent. Ce qu'il faudrait éviter, c'est que un carré soit inventorié de manière très, très intensive et qu'une autre partie des carrés soit inventoriée, soit échantillonnée de manière beaucoup plus lâche. Il faut essayer d'obtenir ce qu'on appelle un effort d'échantillonnage homogène sur l'ensemble de la région. Ce qu'il faut aussi planifier avant d'aller sur le terrain, c'est de se faire un petit calendrier personnel en fonction de vos disponibilités, mais aussi en fonction de la saison de végétation, bien évidemment. Donc, la grande majorité des plantes sont en fleurs à cette période-ci, au mois de juin. Il y en a encore beaucoup qui sont en fleurs pendant le mois de juillet. Il y en a qui sont déjà en fleurs en avril, voire même encore plus tôt au mois de février. Donc,
l'idée, c'est de prévoir au moins 2 visites par carré à des saisons différentes, éventuellement 2 années différentes. Ça, c'est à vous de voir en fonction de vos possibilités, en sachant que chaque visite dure plusieurs heures et pour inventorier un carré de manière suffisante, de manière satisfaisante, il faut quand même compter au minimum une grosse journée de terrain, plus la préparation, plus le suivi. Et encore, quand je dis une grosse journée, c'est déjà pour des volontaires, des botanistes très expérimentés. Donc forcément, moins on a l'expérience et plus ça risque de prendre du temps. Donc à vous de caser ça dans votre agenda. Et donc, l'important est d'obtenir une liste la plus exhaustive possible et la plus exacte possible le long de votre transect. Donc, prendre en compte toutes les espèces présentes le long de votre transect, y compris les espèces les plus communes. Donc, l'orchidioïque, on la prend en compte, le pissenlit, on le prend en compte. Et si ça vous va, je préfère garder les questions pour la fin. Et voilà. Voilà une autre carte qui pourrait vous aider à préparer votre transect. Je vous ai mis le lien ici. C'est une carte de l'ULG avec les options à cocher ici à droite qui permettent encore une fois de se faire une idée des différents milieux qu'on peut trouver dans un carré. Et donc ici, ce n'est pas un carré kilomètre. Hein, pour voir le carré kilomètre, il faut zoomer un petit peu plus et ça apparaît. Et alors, sur la carte FloraBru, donc celle sur laquelle vous pouvez sélectionner votre carré, le carré qui vous sera attribué, vous pouvez aussi afficher, en cliquant ici en bas à gauche, vous pouvez choisir d'afficher une image satellite. Et ça aussi, c'est une manière d'un petit peu prendre de la hauteur et voir où se trouve la végétation, quel type où se trouvent les espaces verts, où se trouvent les avenues boisées, les avenues moins boisées, etc. Voilà. Et alors, donc, l'idée, c'est que ce parcours fasse 2 à 4 km. Alors, j'irai plus vers 4 km que 2. Pour les tests que j'ai déjà pu faire sur le terrain, je trouve que 4 km, c'est déjà c'est suffisant. Voilà. Et donc, encore une chose qui est intéressante à faire avant d'aller sur le terrain, c'est de se renseigner sur les espèces présentes, les espèces qui ont déjà été recensées dans votre carré. Et pour voir ça, vous pouvez aller dans la page projet, sur la page projet de FloraBru. Alors, FloraBru a le numéro 85 parmi les projets sur observation.be. C'est bon à retenir parce que ça permet d'y accéder plus facilement. Et alors, dans l'onglet Site, on voit ici de cette page projet, vous pouvez, en cliquant sur le code de votre carré, vous pouvez afficher la liste des espèces qui ont déjà été recensées dans ce carré. Et s'affiche une liste comme ceci, où apparaissent avec des petits symboles les espèces communes, les espèces rares et les espèces très rares. C'est déjà une manière de se faire une idée de ce que vous pourriez observer dans votre carré. Hop, voilà. Donc, ça vaut la peine de regarder un petit peu à l'avance cette liste d'espèces et, si possible, de repérer dans quel milieu, de repérer à quels endroits elles ont été recensées pour aller à la recherche de ces espèces-là. Et éventuellement vous renseigner sur leur phénologie, hein, parce que si c'est des espèces qui fleurissent début février, en février, que vous êtes au mois de juin, ben forcément, ce n'est pas la peine de les chercher, il faudra attendre l'année suivante. Voilà. Donc ici, vous avez des espèces de différentes raretés que vous pouvez trouver sur observation.be. Et alors, parfois, il y a moyen aussi, en cliquant sur le nom d'espèce, de faire afficher des photos pour voir si c'est des espèces que vous ne connaissez pas, pour vous les mettre un peu dans l'œil, si je peux me permettre, et pouvoir les repérer plus facilement.
Le matériel à emporter sur le terrain, bah, idéalement votre smartphone, en tout cas pour ceux qui en ont un. Veillez à charger la batterie le plus possible avant de partir parce que l'utilisation des applications, ça use quand même pas mal la batterie. D'ailleurs, si vous avez une batterie externe, ça peut être utile de la prendre avec. Et si vous avez un appareil photo, en dehors de votre smartphone, je veux dire, ça peut valoir la peine aussi de le prendre. En tout cas, ça c'est mon expérience personnelle. Je trouve que c'est plus facile de mettre au point et de prendre des bonnes photos avec un appareil photo, un vrai appareil photo, pas un smartphone. Pardon. Après, vous avez peut-être un super smartphone avec un super appareil photo. Ben voilà. Prenez toujours de quoi écrire au cas où votre smartphone tombait à plat, votre liste évidemment, et votre guide d'identification habituel. Moi, j'en prends toujours au moins 2 avec moi, éventuellement même 3, parce que ça se complète, parce que les clés d'identification et les critères sont parfois plus faciles à observer dans un livre plutôt qu'un autre. Certains livres sont plus illustrés que d'autres, et donc je trouve que même si c'est plus lourd dans le sac à dos, ça vaut la peine d'en avoir plusieurs sur soi. Attention, évidemment, quand vous êtes sur le terrain, à respecter les propriétés privées. Donc, une question qu'on m'a déjà posée, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les jardins qui sont à front de rue? Ce n'est pas l'espace public. Donc, si vous arrivez à observer, à identifier des espèces dans ces petits jardinets, ben, OK, pourquoi pas les encoder, mais n'allez pas sans l'autorisation des propriétaires, n'entrez pas dans une propriété privée, même dans une allée de garage, en principe, on n'est pas censé y aller. Et évidemment, faites attention à votre sécurité. Donc, si vous voulez aller inventorier une berme centrale d'une grande avenue, faites attention à ne pas vous mettre en danger. Alors, on a fait le choix de mettre la priorité sur les spermatophytes pour cet atlas. Maintenant, avec Rosemary, on discutait du fait que dans l'atlas précédent, les fougères étaient prises en compte en plus des spermatophytes. Ici, nous, on s'était quand même dit que c'était raisonnable de se concentrer sur les spermatophytes, donc en excluant les fougères, les algues, les mousses, parce que voilà, ici, l'enjeu est différent vu que c'est un projet de science participative. Hein. Ce n'est plus le jardin botanique de Maze avec des experts qui vont parcourir le terrain. Ce sont des botanistes amateurs, des botanistes volontaires. Et donc, ça nous semblait plus raisonnable de se focaliser sur ces spermatophytes. Maintenant, je veux bien faire un petit sondage. Ça m'intéresse de savoir parmi vous, à main levée, qui se sent capable d'identifier les fougères. Ah ben c'est quand même une majorité, donc c'est intéressant. Et alors, je vais en profiter, hop, qu'est-ce qu'il y a? Ah mince, il a arrêté de partager l'écran. Pour ceux qui sont en ligne, ça m'intéresse si vous pouvez peut-être envoyer un petit message sur le chat pour me dire dans quelle mesure vous êtes à l'aise d'identifier les fougères. Et je vais repartager mon écran puisque ce petit coquin l'a départagé. Où est-ce qu'on était? On était là. Hop. Ça va? Vous voyez toujours l'écran en ligne? Silence radio. Oui, oui, toujours. Okay, super. Par contre, je ne sais pas pourquoi il ne veut plus que je mette en plein écran. Voilà. Hop. Donc, si vous vous sentez à l'aise d'identifier les fougères, eh ben, c'est super. Franchement, ce serait des données encore plus complètes et on obtiendrait un atlas encore plus intéressant si on pouvait avoir les fougères en plus. Donc ça, c'est très bien. D'office, les graminées sont évidemment incluses. Les arbres, y compris les conifères, y compris les arbustes, sont inclus aussi. Les plantes aquatiques, à ne pas oublier. Mais donc voilà, à discuter si on inclut quand même les fougères.
Et bien sûr que ces espèces soient indigènes ou exotiques, il faut les prendre en compte à condition qu'elles soient spontanées. J'y reviendrai plus tard. Et donc, même les espèces les plus communes doivent apparaître dans vos relevés. Donc, espèces spontanées, ce qu'on entend par spontanées, c'est-à-dire que ce sont des espèces qui n'ont pas été plantées ni semées, et en plus, qui n'ont plus de lien avec les espèces, avec leurs parents qui a éventuellement été planté. Donc, par exemple, si vous observez des jeunes plantules de chêne sous un chêne qui a été planté dans un parc, on ne va pas les prendre en compte parce que le lien avec leur semencier est encore bien présent et on ne peut pas les considérer comme échappés. Par contre, si vous voyez des jeunes chênes dans la rue voisine par rapport au chêne qui a été planté, alors là, ça, on peut considérer comme échappé, comme spontané, et donc on va les prendre en compte. Si vous voyez des marguerites dans une prairie fleurie qui a été semée, on ne va pas les prendre en compte. Mais si vous voyez des marguerites dans une prairie qui n'a pas été semée, alors là, on va les prendre en compte. Une prime vert dans un parterre planté, on ne prend pas en compte, mais une prime vert dans une pelouse, on prend en compte. Donc, encore une fois, l'idée est de dresser la liste la plus exhaustive possible de toutes les espèces spontanées présentes sur votre parcours. Et chaque espèce est prise en compte une seule fois par carré, avec un petit astérisque ici en dessous, si possible, et encore une fois, si possible, pour les espèces rares et les espèces invasives. Là, ça nous intéresse d'avoir plus d'informations. Donc, si vous pouvez les noter chaque fois où elles sont présentes, ça nous intéresse. Donc, notez l'emplacement de chaque station et éventuellement nous donner une idée de la taille de la population en mètres carrés couverts, par exemple, hein, pour la renouée du Japon. Ne commencez pas à compter le nombre de tiges, ça n'aurait pas de sens. Par contre, pour des orchidées, si vous observez 5 pieds, ça nous intéresse de savoir que vous avez compté 5 pieds. Voilà, et donc on insiste sur le fait que ce qu'on fait, c'est un échantillonnage. Ce ne serait pas réaliste d'aller à 4 pattes inspecter chaque brin d'herbe dans chaque mètre carré de votre carré de 1 km². Donc voilà, on fait un échantillonnage. La priorité absolue de l'inventaire, c'est donc d'obtenir des données fiables ou vérifiables, éventuellement dans chacun des 188 carrés, donc pour avoir une couverture suffisante du territoire de Bruxelles-Capitale, assurer un échantillonnage suffisant dans les 188 carrés. Donc, sans ces deux choses-là, en fait, on n'a pas d'atlas. Donc, c'est vraiment important, ça, c'est nos 2 grandes priorités, avoir des données dans chacun des 188 carrés et d'avoir suffisamment de données dans ces carrés. Ensuite, on va s'efforcer d'avoir un échantillonnage homogène sur l'ensemble de la région. Et puis, si on se rend compte que ça se passe bien, que ça fonctionne, qu'on a suffisamment de carrés, que le travail avance bien, eh bien, on pourrait essayer d'avoir des données plus précises sur les espèces rares, sur les espèces invasives et éventuellement aussi sur les fougères. Voilà. L'idée est d'obtenir ce type de carte et de s'assurer que là où il n'y a pas de point pour l'anémone sylvie, que ça représente vraiment une absence de l'espèce et pas un défaut d'échantillonnage. Que faire face à une plante qu'on n'arrive pas à identifier? Ça va d'office vous arriver. Il y a plusieurs possibilités. La première, c'est de prendre une ou plusieurs photos et noter l'emplacement précis où vous l'avez observé pour revenir plus tard, éventuellement dans la saison, à un moment où l'espèce est plus facile à identifier. L'autre possibilité, c'est de continuer votre parcours, hein, parce que parfois, il y a quelques mètres plus loin, on trouve des individus qui sont plus avancés et donc plus faciles à identifier avec les fleurs ou les fruits, par exemple. Et sinon, il faut revenir plus tard ou éventuellement essayer sur base de photos, une fois revenu à la maison, quand vous avez d'autres clés d'identification, parfois on peut arriver
à confirmer une identification. Donc, si vous avez un doute sur une identification, les consignes sont les mêmes. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est des identifications certaines ou presque certaines. Donc, évitez d'encoder des observations dont vous n'êtes pas sûr. Et quitte à éventuellement encoder l'observation avec un commentaire. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne. Ou, si besoin, envoyez-moi un mail avec des photos, avec une description, à moi ou à Rosemary pour éventuellement faire tourner, faire appel à des gens qui sont spécialistes de tel groupe d'espèces pour demander une expertise. Si ça arrive souvent, que vous soyez confronté à des doutes sur une identification, je vous conseillerais, comme je disais tout à l'heure, d'avoir avec vous plusieurs guides d'identification, de pouvoir vous référer à des clés de détermination différentes, basées sur des critères différents, ou certaines basées sur des illustrations. Et n'hésitez pas aussi à faire appel à un botaniste plus expérimenté, ou simplement un autre botaniste pas forcément plus expérimenté que vous, mais parfois à deux, on arrive plus facilement à identifier que tout seul. Donc, si vous êtes confronté à une plante non identifiable, vous pouvez aussi vous référer au manuel sur les plantes exotiques qui est réalisé par le Jardin botanique, par Philippe Verlove, qui a tout un site internet sur des plantes exotiques qui ne sont pas toujours dans les guides d'identification. Donc ça, c'est une ressource précieuse dans ce type de cas. Et donc ça, c'est vraiment tout à fait possible à Bruxelles, dans une capitale où il y a des transports de plantes, des arrivées de nouvelles espèces assez régulièrement. C'est tout à fait possible que vous vous trouviez confronté à une espèce qui n'est pas dans vos guides d'identification. Surtout si vous n'avez pas la dernière flore bleue qui est parue cette année. Évidemment, elle a été mise à jour avec les dernières espèces observées sur le territoire, mais ce n'est pas le cas de tous les guides d'identification. Le niveau taxonomique qui nous intéresse dans la classe, c'est l'espèce. La seule exception, a priori, c'est le genre Taraxacum, donc le genre du pissenlit, où là, c'est quasiment impossible d'identifier l'espèce. Mais en principe, ce sera la seule exception. Et par contre, dans certains cas, et encore une fois, si possible, mais ce n'est pas la priorité du projet, on peut éventuellement aller jusqu'au niveau de la sous-espèce, si on s'en sent capable, si c'est pertinent par rapport à l'espèce et à la classification de cette espèce. Et si votre guide le permet, pourquoi pas aller jusqu'à l'identification de la sous-espèce. Voilà, alors quelle heure est-il? Je propose d'avancer encore un petit peu avant d'éventuellement faire une pause. Comment adopter un carré atlas? Je vais passer relativement vite parce que je pense que parmi vous, beaucoup de gens ont déjà réalisé cette étape. Donc, sur le site internet florabru.natagora.be, dans l'onglet carré, vous allez trouver cette page avec les instructions à suivre et vous allez trouver cette carte sur laquelle vous pouvez cliquer. Et quand vous cliquez sur un carré, son code s'affiche. Donc, le code, c'est... est-ce que j'ai mis un exemple après? Non, je n'ai pas mis d'exemple. Le code, c'est E42642, par exemple. Et donc, ce code-là, vous pouvez me l'envoyer par mail, me dire... voilà Valérie, je voudrais adopter ce carré-là. Bonjour Frédéric. Moi je vais bien, mais bon, je crois que j'ai un peu en retard. Il y a encore une place là si tu veux. Ah oui, et donc ce que j'oubliais de dire, donc, vous avez ici sur la carte, vous avez des carrés en orange. Ces carrés-là ont déjà été adoptés. Et vous avez des carrés en jaune. Ces carrés-là sont adoptés partiellement.
ça veut dire que un volontaire ou une volontaire m'a déjà contacté en disant, voilà, je suis intéressée par ce carré-là, mais je ne me sens pas capable d'en faire l'inventaire seule. Et donc, à cette demande-là, j'ai réservé partiellement ce carré et c'est un petit peu un appel à l'aide lancé aux autres volontaires qui seraient intéressés par ces carrés en jaune et qui seraient intéressés de faire équipe avec un autre volontaire. Et il y a plusieurs manières de faire équipe. Soit vous pouvez aller ensemble sur le terrain en même temps, faire l'inventaire ensemble, vous répartir les plantes à identifier par exemple, ou alors vous pouvez vous répartir les saisons. Voilà, moi je suis plus disponible au début du printemps, moi je suis plus disponible en été, bah, super, ça tombe bien, on va faire équipe et comme ça ce carré sera bien inventorié. Ce qui peut se présenter aussi comme collaboration, c'est un volontaire qui n'a pas de smartphone, mais qui est à l'aise pour l'identification des plantes, et un volontaire qui a un smartphone et qui aime bien encoder, prendre des photos, mais qui est moins à l'aise avec l'identification des plantes. Ça peut être aussi une manière de faire une chouette collaboration et de compléter ses compétences. Donc, là, aux dernières nouvelles, aujourd'hui, j'ai compté 82 carrés au moins partiellement adoptés, donc il en reste 106 à adopter, dont 33 carrés périphériques, qui sont des carrés frontaliers, autrement dit, qui sont seulement partiellement situés sur Bruxelles, et donc des carrés où il y a un petit peu moins de travail. Donc voilà, n'oubliez pas en réservant votre carré que une fois que vous avez adopté un carré, ben moi j'attends de vous de recevoir une liste de plantes, bon, pas tout de suite, hein, vous avez un petit peu de temps pour le faire, mais je serais rassurée, disons, si dans le courant de l'été, on pouvait déjà obtenir des données et se faire déjà un petit aperçu de l'avancement du travail. Donc, n'oubliez pas qu'il faut prévoir, j'ai estimé à la grosse louche, hein, mais encore une fois, votre expérience m'intéressera pour estimer plus précisément le temps de travail. Entre 2 et 6 journées de travail par carré à inventorier, donc en comptant qu'il faut préparer le terrain et il y a aussi un petit travail de suivi. Puisque une fois que vous aurez encodé votre liste d'espèces, peut-être que vous serez recontacté parce qu'une observation intéressante ou une observation potentiellement erronée aura été détectée. Et donc, je vous demanderai peut-être de m'envoyer des photos ou de me préciser une autre information et peut-être de retourner voir avec vous sur le terrain pour confirmer une identification. Donc, petit conseil pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas beaucoup d'expérience en botanique, commencez par un carré. Donc, même si vous aimeriez en faire plus, je vous conseille vraiment de commencer par un carré, c'est déjà pas mal de boulot. Éventuellement en faisant équipe avec un ou plusieurs autres volontaires. Et prenez de préférence un carré où vous pouvez aller régulièrement. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de carrés qui sont réservés. Donc, si le carré sur lequel vous habitez est déjà attribué, bah, par exemple, ça peut être celui dans lequel vous travaillez, ou un carré où vous allez régulièrement pour d'autres raisons. Voilà. Mais je vous propose quand même de faire une petite pause avant d'aborder le gros morceau de la soirée qui est l'encodage des données. Donc, ça vous embêterait de continuer encore 10 minutes parce qu'après, moi, je vais partir. Ah oui, c'est vrai. C'est ça qui m'intéresse. Ouais. Ça ne vous dérange pas? Non, ça va pour tout le monde? Ça va. Merci, c'est bon. Ok. Ah, vous êtes très difficile de ce que je vais voir. Désolé. Ok, ben on fonce et levez la main quand vous n'en pouvez plus et que vous avez besoin Je du... suis désolée. Hein. 30, c'est ça que tu m'as dit. L'encodage des données avec smartphone. Qui parmi vous a un smartphone? Presque tout le monde. Je demande plutôt qui n'en a pas. Comment? Je demande plutôt qui n'en a pas, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça va plus vite à compter, mais j'ai compté. Donc, les deux sont possibles, mais j'insiste,
J'insiste ici sur le fait que ça nous facilite vraiment la vie, vraiment, vraiment. Donc, que les données soient encodées via l'application OpsMap. Sur iPhone, c'est iOps, l'application équivalente. Donc, on a eu l'occasion de la tester ce week-end et de constater qu'en fait, l'interface était assez différente de OpsMap. Ici, dans ma présentation, je me suis surtout focalisée sur OpsMap, mais dans le manuel, qui est désormais téléchargeable sur le site Internet, j'ai décrit la marche à suivre détaillée, autant pour OpsMap que pour iOps. Donc, n'hésitez pas à vous référer à ce guide si vous avez un iPhone. Et voilà. Donc, une chose super importante, si vous n'avez pas encore OpsMap sur votre smartphone, il faut que vous l'installiez en utilisant le même identifiant, donc le même nom d'utilisateur et le même mot de passe a priori que quand vous avez créé votre compte sur observation.be. J'imagine que parmi vous, tout le monde a déjà un compte sur observation.be. Pas forcément. J'en sais rien. C'est ça le pire. J'en sais rien. Alors, si vous n'en savez rien, il y a un moyen de le savoir. Il faut aller sur le site et si vous tapez votre adresse mail, et si l'adresse mail est reconnue, c'est que probablement vous avez déjà un compte. Et normalement, vous pouvez cliquer sur mot de passe oublié et comme ça, vous pouvez réinitialiser votre mot de passe. Si vous n'avez pas encore de compte sur observation.be, bah, ce n'est pas de souci, il suffira juste d'en créer un. Mais donc, j'insiste encore une fois, c'est super important qu'on puisse faire le lien entre OpsMap, votre application OpsMap, et observation.be. Vous allez voir après pourquoi. Donc, une fois que vous êtes au départ de votre transact, donc de votre parcours sur le terrain, veillez à ce que la localisation de votre téléphone soit bien activée, avec la petite icône ici, et allez donc dans le menu principal de OpsMap, vous allez trouver une option qui s'appelle Transact.point d'écoute. Une fois que vous êtes dans Transact.point d'écoute, il faut cliquer sur Commencer un transact et à ce moment-là, un point rouge apparaît qui clignote en haut à droite de l'écran. Voilà, ce point rouge. Donc, tu ne peux pas retourner. Donc, tout est dans le manuel. Donc, et en plus, je mettrai la présentation ici sur le site Internet. Donc, pas de souci, pas besoin de prendre des photos. Tout sera disponible après. Et en plus, on est en train d'enregistrer. Normalement, j'espère que ça enregistre toujours d'ailleurs. Bref. Qu'est-ce que je disais? Donc, oui. Une fois que ce petit point rouge clignote en haut à droite de votre écran, c'est que votre transact est activé et à ce moment-là, toutes les observations que vous allez encoder, j'ai envie de dire comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude d'encoder avec OpsMap, toutes ces observations seront après listées dans votre transact. Et donc, dans Observation, vous cliquez sur Plante, qui apparaît ici dans ce rectangle bleu. Et là, vous pouvez commencer à encoder, à taper le nom d'une plante. Et apparaissent, au fur et à mesure que vous tapez des lettres, apparaissent des options, des possibilités, des propositions de noms d'espèces, parmi lesquelles vous pouvez choisir l'espèce que vous observez. Vous avez la possibilité de changer la langue dans laquelle apparaissent les noms d'espèces en cliquant ici en haut à gauche sur les jumelles. Et dans Paramètres d'espèces, vous pouvez choisir nom d'espèce. Et moi, je vous conseille de prendre l'option je crois que c'est non scientifique et non français, quelque chose comme ça. J'ai l'impression que c'est ce qui fonctionne le mieux. Voilà. Donc, quand vous avez, avant ou après avoir entré le nom de l'espèce que vous observez, vous pouvez ajouter une photo. Si vous descendez en bas de l'écran, vous allez trouver l'icône photo qui vous permet de prendre une photo. Alors, attention à bien faire la mise au point, attention à la lumière, attention à la qualité de votre photo, bien évidemment, que vous pouvez ensuite recadrer
ici avec, en utilisant les pouces pour faire en sorte que la plante soit bien au centre de l'écran. Et puis, vous cliquez sur le petit V en haut à droite pour valider. Et suite à ça, en bas de votre écran, votre photo va apparaître ainsi que l'icône Ops Identify. Et si vous cliquez sur cette icône Ops Identify, eh bien, l'intelligence artificielle va vous proposer une ou plusieurs espèces qui lui semblent correspondre à cette photo. Et il faut avoir téléchargé au préalable Identify. Ben oui, évidemment. Enfin, non. Attends, ça, c'est une bonne question. Télécharger quoi? Est-ce qu'il faut avoir téléchargé Ops Identify à part de OpsMap? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je pensais que l'un c'était pour les iPhones et l'autre pour les Android, non? Non, ce qui est pour iPhone, c'est iOps. Valérie, Oui, oui, Michel. à mon avis, il faut mettre Ops Identify séparé de Ok. OpsMap. Oui, ok. En tout cas, moi, j'ai les deux sur mon téléphone, donc je ne pourrais pas dire si ça fonctionne sans Ops Identify. Si ça vous va, je propose de continuer comme ça. Je donne toutes les informations et après, on aura le temps d'échanger, de poser des questions et d'aller plus dans les détails si besoin. Donc, où est-ce que j'en étais? Donc, vous avez ajouté une photo, vous avez cliqué sur le logo Ops Identify et ici, par exemple, Ops Identify vous propose le pâturin annuel avec un niveau de certitude de 99%, ce qui est déjà très bien. Et si vous cliquez sur le nom de l'espèce, il apparaîtra sur l'écran. Si on revient ici au-dessus, hop, voilà. En faisant ça, ici, le plante va devenir pâturin annuel et vous pourrez ensuite sauvegarder votre observation. Voilà. Vous pouvez revenir en arrière et ajouter d'autres photos pour éventuellement avoir un meilleur niveau de certitude sur l'identification. Et je vous encourage à quand même être prudent avec Ops Identify parce que la qualité de la photo, selon les espèces, selon tout un tas de conditions, le niveau de certitude, enfin, non pas, l'identification peut parfois être erronée, même avec un très bon niveau de certitude. Par exemple, ici, Ops Identify a identifié Berberis julianae, sauf qu'en fait, en premier plan, à mon avis, ce que la personne voulait identifier, c'est la laitue des murailles qu'on a ici en premier plan. Et Berberis julianae, c'est plutôt ce qui est en arrière-plan. Et pourtant, vous voyez que le niveau de certitude est très élevé. Alors, en soi, ce n'est pas forcément très grave parce que vous allez me dire ces deux espèces sont présentes dans votre carré. Oui, mais si le Berberis a été planté, on ne va pas le prendre en compte pour l'Atlas. Voilà, ici un autre exemple d'identification par l'intelligence artificielle. Alors ici, heureusement, il dit quand même que l'identification n'est pas très sûre. 90% de fiabilité, ça n'est pas suffisant. Et de fait, on est d'accord que ceci n'est pas une carotte. Même flou, on voit que ce n'est pas une bonne identification. Ici, encore une fois, on a un niveau de certitude très élevé et pourtant, moi, je ne suis pas du tout sûre que ce soit une cardamine impatiente parce que la cardamine impatiente, ça n'a pas du tout des feuilles comme ça a des feuilles beaucoup plus, un peu plus découpées. Je ne sais pas si quelqu'un sait à quelle plante on a affaire ici. Valériane? C'est pas stressifère. Je sais pas, moi j'avais pensé une sorte de veste aussi, mais on voit très bien. Voilà, bref, toujours est-il que Ops Identify, c'est un super outil, mais il faut l'utiliser avec une intelligence humaine en plus pour compléter l'intelligence artificielle. Et donc, n'hésitez pas à vérifier ces identifications dans une clé de détermination ou bien avec un guide, même un guide illustré, parfois, ça fait l'affaire.
Hop. Ah oui, et alors, autre petite précision, je vous disais tout à l'heure que pour l'Atlas, le niveau taxonomique qui est pris en compte, c'est l'espèce. Donc, si OpsIdentify ou OpsMap vous propose un nom du genre Epilobium sp, ce n'est pas une espèce. Des espèces d'épilobes, il y en a quand même une bonne quantité, donc ça n'est pas une donnée suffisante, suffisamment précise pour le travail d'Atlas, donc il faut aller plus loin que ce que propose OpsIdentify. Alors, petite remarque, il n'est pas nécessaire de préciser le nombre de plantes que vous observez. Sauf éventuellement, si vous avez le temps et si vous êtes en présence d'une plante rare, ça peut être utile de préciser combien de pieds d'orchidées vous observez, par exemple. Ça n'est pas nécessaire de préciser le sexe, ni le stade, ni la méthode. Par contre, pour certaines espèces, des plantes horticoles, des plantes exotiques, que vous observez à l'état spontané, ça peut être intéressant de le préciser pour confirmer qu'elles étaient bien à l'état spontané. Et donc ça se passe ici, en appuyant sur présent dans l'option comportement. Vous allez voir un menu qui se déroule et vous pouvez choisir le comportement indigène, natuurlijk en néerlandais, ou échappé, verwilderd en néerlandais. Vous pouvez aussi, donc si vous descendez plus bas sur l'écran, vous pouvez ajouter un commentaire avant de sauvegarder votre identification. Par exemple, un commentaire pour vous-même ou pour les validateurs, pour préciser une espèce avec laquelle vous avez hésité, par exemple, pour préciser l'environnement dans lequel vous avez observé cette espèce, ou alors préciser que vous avez bien vérifié dans tel ou tel guide qu'il s'agissait bien de cette espèce. Voilà, donc vous cliquez sur sauvegarder et vous répétez cette observation pour chaque espèce que vous observez le long de votre parcours. Et alors, à la fin de votre session d'inventaire, vous cliquez sur le bouton rouge que je vous montrais tout à l'heure et va s'afficher cette fenêtre-là dans laquelle vous cochez plantes, vous cochez oui à toutes les espèces observées, éventuellement non à tous les individus observés, puisqu'ici, ce qui nous intéresse, ce sont bien les espèces. Vous pouvez ajouter encore une fois un commentaire sur le parcours dans son ensemble, et puis vous cliquez sur OK. À ce moment-là, cette fenêtre va s'afficher et il suffit, pas de souci. Tu as presque tout lu, donc oui, je suivrai le reste. Ça va, à bientôt. Et donc, vous cochez de télécharger vos observations sur Warnaming Observations. À vous de voir s'il faut inclure les observations incertaines ou pas. De préférence, j'ai envie de dire non, évidemment, vu que tout ce que je vous racontais avant. Maintenant, dans certains cas, ça peut être pertinent de quand même inclure une observation incertaine s'il s'agit d'une observation vraiment intéressante, d'une observation particulière sur laquelle vous aimeriez avoir une validation. Et puis, vous cliquez sur télécharger. Et là, il faut bien faire attention à avoir un réseau 4G assez suffisant. Pardon. Un réseau 4G suffisant pour que vos observations, votre liste d'espèces puisse être téléchargée sur observation.be. Et donc, c'est là que c'est important que votre compte OpsMap et votre compte observation.be soient connectés, soient les mêmes, parce qu'après, sur Internet, sur observation.be, vous allez pouvoir aller retrouver votre liste d'espèces observées pendant votre transect. Et ça se fait donc sur la page du projet Flora Bru, que j'ai mis ici. Ah oui, petite remarque, il faut d'abord avoir demandé accès au projet. Donc, vous allez voir la première fois que vous vous connecterez sur le projet Flora Bru, vous allez avoir un petit bouton « Introduire sa candidature pour ce projet ».
Et donc, si vous cliquez dessus, moi, je recevrai une demande de votre part et dès que possible, je valide et vous pourrez alors télécharger vos observations directement sur le projet en allant dans Mes observations, en choisissant Mes sessions dans le menu déroulant. Là, va s'afficher cette page où vous pourrez choisir Transact mobile, puis cliquer sur la date de votre transact. Ensuite, cette fenêtre va s'afficher. Donc ça, c'est le parcours que j'ai fait à Molenbeek récemment. Vous voyez mon transact avec chacune de mes 72 observations, je crois. Et alors là, vous cliquez sur Importer, importation dans la visite de projet. Voilà. Ensuite, c'est presque fini. Il faut aller choisir, il faut trouver le projet Flora Bru dans le menu déroulant Projet. Et puis, il n'y aura plus qu'à cocher Nouvel échantillon ou éventuellement échantillon fixe si vous avez déjà fait ce transact. Et puis, cocher seulement les espèces. Et enfin, cliquer sur Sauver la visite. Et là, c'est terminé. Vos observations seront encodées, téléchargées dans le projet et on pourra analyser toutes ces données ensemble dans le projet. Voilà, donc ça, c'était pour les observations faites avec Opsman, avec un smartphone. Maintenant, si vous n'avez pas de smartphone, ou si votre smartphone tombe à l'eau, ou si la batterie tombe à plat, vous pouvez toujours observer, encoder, noter vos observations dans un cahier et notez donc bien les noms latins des espèces que vous identifiez. Pensez à prendre des photos, surtout si vous n'êtes pas sûr. Et une fois que vous êtes de retour sur votre PC, vous pouvez de nouveau, ça c'est la procédure est pareille, hein, vous allez sur la page projet, vous cliquez ici sur le bouton plus visite et vous allez voir que vous pourrez télécharger, encoder vos observations. Hop, où est-ce que c'était oui, non, il faut aller dans le menu localisation, sélectionner le code du carré que vous avez inventorié. Moi, ça m'intéresse de savoir l'heure de début et l'heure de fin de la visite, surtout pour avoir une idée de la durée qu'a duré votre transact. Ça permet, une fois qu'on aura toutes les observations de tout le monde dans tous les carrés, de voir si l'effort d'échantillonnage est comparable d'un carré à l'autre. Voilà, ici, dans le menu déroulant User, vous allez pouvoir trouver votre nom, à condition d'avoir posé votre candidature pour l'accès au projet. Voilà, ensuite, si vous cliquez à l'intérieur du carré, vous allez avoir une fenêtre qui va s'afficher dans laquelle vous pourrez encoder espèce par espèce toute la liste d'espèces que vous avez recensées. C'est un fameux boulot, évidemment, hein, puisque vous allez certainement avoir des dizaines, voire plus de 100 espèces dans chaque carré. Donc, ça peut être assez laborieux, assez fastidieux d'encoder ces dizaines d'espèces par ce biais-là. C'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles je vous encourage à utiliser votre smartphone si vous en avez un. Voilà, voilà. Donc, tout ça, j'ai été relativement vite, mais c'est plus dans l'idée que vous ayez vu une fois la procédure à suivre, la marche à suivre ici avec moi. Et après, tout est décrit dans le manuel que vous pourrez télécharger sur le site du projet. Et donc, n'hésitez pas une fois que vous êtes sur le terrain, à aller retrouver ce manuel, suivre les instructions et donc, si vous n'avez pas tout retenu aujourd'hui, ça n'est pas grave. Voilà. Avant de passer à la suite, est-ce que vous voulez faire une petite pause? Ou est-ce que vous préférez qu'on termine et Oui, on termine? Ça va pour tout le monde? Ok, bah, très bien. Moi, j'ai presque fini. Hein. Les ressources que je voulais vous
vous listez, en fait, elles sont sur le site internet, donc sur florabru.natagora.be. Donc, vous allez trouver cette présentation, la présentation PowerPoint, la vidéo de la formation, en espérant que l'enregistrement fonctionne toujours, mais oui. Vous allez trouver le manuel de terrain en format imprimable. Donc, c'est un peu la version imprimable de cette présentation. Hein. C'est vraiment, tout est détaillé. Vous avez une table des matières pour pouvoir aller directement au sujet qui vous intéresse. Sur la page du projet, vous trouverez aussi l'atlas de 2006, les guides botaniques de référence, les cartes, la carte des carrés IFBL donc pour choisir votre carré, et le lien vers la page d'encodage que je dois encore ajouter. Les prochaines étapes du projet, eh bien, donc, je disais, 2024, c'est l'année de mise en place du projet. Donc, on va surtout s'attacher à continuer la mobilisation des volontaires. Hein, si vous avez l'occasion de recruter d'autres botanistes dans votre entourage, ça nous intéresse. On va continuer la formation des volontaires dans la mesure du possible sur le terrain. Et d'ailleurs, bon, moi j'ai assez peu de disponibilité le week-end, mais si vous êtes disponible par exemple le mercredi après-midi, moi je peux très bien fixer des sorties de terrain à ce moment-là et vous inviter à me rejoindre pour qu'on fasse l'inventaire ensemble. Et ça peut être une autre occasion de s'assurer que vous avez tout ce qu'il faut en termes d'outils, en termes de maîtrise des outils pour passer sur le terrain. Est-ce que quelqu'un serait intéressé par ce genre de rendez-vous? Oui. Super. OK. Et ben alors à ce moment-là, j'enverrai un mail à la suite de la formation avec tous les liens, avec des nouvelles informations et je vous proposerai l'une ou l'autre date pour aller ensemble sur le terrain. Une autre occasion de se former, c'est Hendrik De Vries, qui était là à la séance d'information et qui proposait des formations sur les ronces spécifiquement. Il a programmé ça les 26 et 27 juillet. Donc, si ça vous intéresse, son adresse mail est ici et il pourra vous donner des informations plus précises. À ma connaissance, il n'avait pas encore précisé les lieux. Bon, ce sera à Bruxelles, en tout cas, à des endroits où on peut observer différentes espèces de ronces. Donc, en termes d'objectifs pour l'été 2024, donc là, je vous disais, on a 82 carrés qui sont adoptés ou partiellement adoptés. Moi, j'aimerais bien que au moins la moitié, il y a presque, hein, mais au moins la moitié des carrés soient adoptés dans les prochaines semaines. Et je serais assez enthousiaste à l'idée que ces carrés soient adoptés par des équipes. Comme je vous disais tout à l'heure, je pense que ça peut être une matière à la fois chouette, à la fois agréable et à la fois efficace de travailler pour obtenir des données suffisantes et fiables. Et donc cet été, l'idée c'est de commencer à collecter les données sur le terrain, de tester le protocole de terrain, tester le système d'encodage, tester les outils que je vous propose, qui doivent d'ailleurs encore être traduits en néerlandais. Mais donc tout ça est amené à être amélioré et évidemment vos remarques, vos retours sont tout à fait les bienvenus pour arriver à développer tout ça et faire en sorte que en 2025 tout soit parfait et qu'on puisse faire un atlas super efficace, super fiable et que notre projet soit un succès. Voilà, je vous ai mis mes coordonnées et les coordonnées de Rose Marijn si vous avez des questions en néerlandais. Et voilà, donc si vous avez des questions, si vous avez des remarques ou des demandes, besoin d'infos supplémentaires, on peut échanger. Donc.
D'abord, sur les apps, j'ai IOPS et l'autre avec un I. C'est peut-être ça. Oui, Ops Identify et IOPS. J'ai les deux, mais je l'utilisais que pour déterminer le nombre de plantes. Donc, je n'ai pas enregistré, je n'ai pas fait ça. OK. Donc, je suis prêt à les utiliser pour ce but-là. Mais encore une fois, l'IOPS, c'est le standard. Donc, tout ce que vous avez expliqué pour le Ops Map, c'est que pour les Android, je fais sur IOPS. Voilà. Donc, l'Ops Identify, ça pour le PlantNet que j'ai aussi, ça pourrait me servir pour identifier le plante, mais pas pour le repérer. Est-ce que c'est correct comme ça? Parce que aussi sur l'Ops Identify, on peut repérer des plantes. Ça a toutes les fonctionnalités que l'IOPS a. Non. Moi, c'est égal, je voulais juste savoir. En fait, ici, dans le cadre de ce projet, on a vraiment besoin de transacts pour que les données puissent être connectées au projet. C'est vraiment la manière la plus efficace d'obtenir une masse de données et de traiter ces données de manière efficace et fiable. Donc, je vous encourage vraiment à utiliser cette technique-là. Et vous pouvez quand même utiliser Ops Identify. Alors, je ne sais plus comment ça fonctionne sur iPhone. Je regarde Adrien parce que je ne sais pas si tu avais... non, tu n'avais pas encore pu tester le transact. Ouais. Maintenant, j'ai un peu mieux cerné comment ça fonctionne. Ouais. Et est-ce que tu as vérifié que tu avais accès à... Donc, j'ai accès à un transact. Et Ops Identify aussi via ce transact? Non, Ops Identify, ça, je ne sais pas. Ah, d'accord, c'est ça. Quand on fait l'upload via Ops Identify sur waarnemingen, en fait, vous voyez aussi, je vois tous des petits bouts. Oui, mais pas dans le projet. Mais on ne peut pas faire les connexions parce qu'il y a des photos que j'ai prises et mises sur waarnemingen. Et en fait, c'était à Laken, qui n'est pas mon carré. En fait, quelqu'un a pris des photos à moi pour les mettre dans son carré. Donc, apparemment, c'est possible de mettre des photos dans un carré. Donc, moi, je ne sais pas comment, mais il paraît que c'est possible. Oui, maintenant, encore une fois, pour que vos données nourrissent le projet Flora Bru, c'est la meilleure manière je ne vais pas dire que c'est la seule manière, mais c'est la manière la plus efficace pour que ça arrive automatiquement dans la base de données du projet. Oui. Juste parce que c'est un peu lié à cette question-là. Dans la vie idéale, on fait des transacts d'une journée, etc. Dans la vie en vrai, on a 10 minutes avant d'aller chercher les enfants et tout ça. Comment est-ce qu'on encode? Est-ce qu'on fait des mini-transacts de 50 mètres pendant 10 minutes? Oui, voilà. Tout à fait. Ouais. Ça pose aucun souci. Et j'anticipe une autre question qui pourrait se poser. Si vous êtes plusieurs dans un même carré à inventorier le carré ensemble et à faire 2 transacts dans le même carré, ça fonctionne aussi. On a testé samedi sur le terrain, ça marche. Ça c'est une autre question. Quand clôturer la session, donc on peut bien faire 10 minutes. Oui. Clôturer la session, on revient dans une demi-journée ou même quelques mois plus tard. Il n'y a pas de problème, donc les doublettes, ils seront rencontrés automatiquement. Alors, les doublons, ça c'est possible que dans votre transact, une espèce apparaisse plusieurs fois, mais au final, dans le projet, chaque espèce sera prise en compte une seule fois par carré. D'accord, donc ça c'est automatique. Donc ça, c'est pas un souci. Donc, il vaut mieux faire l'erreur d'encoder 2 fois la même espèce que de ne pas l'encoder du tout. Il y avait Bruno, pardon, Michel d'abord, je crois. Oui, alors moi je trouve d'abord la proposition d'une formation sur les ronds est super. Ouais. Et j'aurais envie de demander, est-ce qu'il n'y a pas des... j'aurais envie par exemple de faire une demande si quelqu'un pouvait proposer une formation sur les graminées, parce que je pense que pour des botanistes pas trop chevronnés comme moi, ça peut être extrêmement... ou sur d'autres familles botaniques qui sont un peu... famille ou genre. C'est une bonne idée. Voilà, ça pourrait être une demande. Alors, autre chose. Je n'ai pas encore de spécialiste des graminées. Comment est-ce qu'on dit graminées en néerlandais? Grassen. Alors, autre chose. Bête question, mais si par exemple on choisit un carré en forêt de soigne, il est aussi malvenu de s'écarter des chemins. Oui, alors il faudra des autorisations et ces autorisations seront en principe nominatives. Donc ça, c'est encore quelque chose que je dois faire, c'est
obtenir ces autorisations. Et alors, autre belle question, un peu liée aussi à la forêt de Soignes, si jamais on a un carré qui est à la limite de la région, oui. Est-ce que le même genre de travail se fait du côté flamand? Donc, on pourrait imaginer que... Oui, bien sûr, oui, mais pas forcément aux mêmes périodes. Oui, oui, bien sûr. Hein, l'Atlas flamand comprend les carrés qui sont partiellement situés à Bruxelles. Il y avait d'abord Bruno. Oui, donc ma première question, c'est de voir un peu qui s'attribue des carrés. Je ne sais pas si c'est déjà fait ou pas. Oui. Parce que bon, on est un peu dans le flou dans ce domaine-là. Oui, je montrais tout à l'heure la carte. Question. La deuxième, c'est de dire que bon, j'ai tous les outils, mais j'adore faire du terrain. Je n'aime pas encoder. Donc, eh bien, je t'invite à faire équipe avec quelqu'un ici qui aime peut-être ça. Donc, mais comme binôme, j'ai Fabienne Van Rossum qui travaille, qui veut bien aller avec moi sur le terrain. Ah ben chouette, quelle chance. Oui, mais je ne sais pas si elle est prête à encoder. Ah, il faut lui demander. Mais vous pouvez tout à fait réserver un carré ensemble, en binôme. Il y a déjà des gens ici qui l'ont fait. La première question, c'est les carrés, qu'est-ce qui est déjà pris? Ben, attends, c'est la carte que je montrais tantôt, elle ne s'affiche plus. Non, non, tout n'est pas... Ah, il reste 106 carrés. Il reste 106 carrés, donc pas de panique, Bruno, tu auras le choix. Elle, ça lui fait plaisir de faire du terrain. Vraiment, dans un botanique, c'est pas Jojo que ça. Enfin, c'est qu'il y a quelqu'un. Voilà, c'était ça. Et donc là, je ne sais pas comment on attribue les carrés aujourd'hui. Voilà. Tu vois, ça, c'est la carte en orange, ce sont les carrés qui sont déjà attribués. Ouais. Bon, la carte, cette version-là n'est pas tout à fait à jour. Il y en a eu quelques-uns de plus. Mais ben voilà, il y a encore du choix. D'accord. Juste regarde. De quoi? Comment? Ben, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Juste à la marche à suivre ici. Il faut cliquer. Donc, quand tu es sur cette carte-là, tu cliques sur un carré, ça fait apparaître le code du carré, et donc tu m'envoies le code de ce carré par mail en disant voilà, j'aimerais bien inventorier ce carré-là, et moi je te confirme par mail, voilà, c'est bon, il t'est attribué et tu peux y aller. Merci Valérie. Alors, je ne sais plus dans quel ordre c'était, je pense que... Oui, vas-y. Justement, par rapport au carré et avec mon héros, mon équipe, moi, j'ai déjà discuté un peu. Je crois que personne avait déjà un carré. Donc, je t'envoie un mail pour dire que je fais un duo. Voilà, très bien. Oui. Ça m'intéresse aussi de savoir comment vous répartissez le travail. Si vous préférez faire les inventaires ensemble ou bien si c'est plutôt une personne qui prend une saison et l'autre prend une autre saison. Ça m'intéresse ne fût-ce que par curiosité ou pour m'assurer que vous avez discuté de ça, quoi, que c'est fixé. Et alors, je ne vais pas généraliser, je n'ai pas regardé beaucoup partout, mais je trouve toujours évident de voir si c'est semé ou pas semé, parce qu'il y a pas de sauvage. C'est sûr que c'est difficile. Si je reste sur des friches et les fleurs comme ça, sauvagement. Dans une friche, on peut supposer que rien n'est semé ni planté. Hein? C'est aussi à nous l'interprétation des validateurs, l'observation. Les espèces semées sont souvent les mêmes. Ouais. On voit de la chicorée, par exemple, et celle qu'il y a autour, du coup, le silène enflé, les choses comme ça, c'est souvent semé. Oui. Oui, tout à fait. Excuse-moi, j'allais rajouter dans le doute. Si vous observez une espèce qui pourrait être semée ou plantée, mais vous n'êtes pas sûr, je préfère que vous l'encodiez, éventuellement avec un petit commentaire, quitte après à la supprimer.
Mais il vaut mieux faire ça plutôt que de dire je ne la prends pas en compte. Et alors là, elle n'apparaît même pas dans les données et elle est potentiellement perdue. Juste pour l'anecdote, en bas de la Cambre, il y avait l'année dernière le Goudard. C'est clair, mais nous, on n'est pas encore sauvage. Ouais. Ok. Ce que j'ai déjà constaté, c'est que Bruxelles Environnement est en train de ressemer des plantes sauvages. Et quand on encode une plante sauvage qui est nouvelle, parfois la réponse, le validateur valide comme plantée ou accepte comme sauvage. Je ne sais pas quels sont leurs critères de validation. Oui. C'est très spécial. Oui, il y a une procédure et des critères, effectivement, mais c'est vrai que ouais. Ça n'est pas facile. Hein. Ouais. Bonjour, il y a aussi des questions en ligne. Oui, on va... si vous voulez bien, on va laisser... Ici, par rapport aux spontanés sauvages, et notamment par rapport à la distance, tu parles du chêne, en dessous, c'est pas bon, à 50 mètres, c'est bon, parce que je dois aller vraiment carrément dans la rue d'à côté. Et puis aussi par rapport aux plantes qui se ressèment, quelque part, si j'ai une annuelle et que 3 ans après, on réussit à se ressemer, que du coup, que la maman, elle a consentement, donc elle s'en ouais. La règle, c'est que tant que cette espèce est vraiment connectée, enfin cette espèce, ces plantules sont connectées à leurs ancêtres, elles ne sont pas échappées et donc on ne les prend pas en compte. Mais si elles sont échappées, sous-entendu dans un autre milieu, c'est-à-dire si elles ont franchi une barrière, ça peut être la barrière, le mur d'un jardin, ça peut être une barrière de milieu, elle a été plantée dans un parc, elle se retrouve sur un trottoir, là on peut la considérer comme échappée. Je vais d'abord donner la parole aux personnes en ligne qui patientent depuis un petit moment. Qui a des questions en ligne? Donc moi j'en avais une, mais je l'ai écrite, mais bon. Donc je demandais juste comme on ne va pas inventorier le nombre de plantes, sauf pour des plantes rares ou invasives, par carré, est-ce que tous les carrés vont pas être plus ou moins homogènes dans toute la région? Non, hein? Non, parce qu'il y a plein de plantes qui se trouvent seulement dans certains carrés. Ok, très bien. Et en fait, c'est la grande majorité des espèces sont relativement rares. Quand je dis relativement, c'est-à-dire qu'elles ne se trouvent pas dans tous les carrés, quoi. Super, merci. Il y a d'autres questions en ligne? Oui. Donc, est-ce que le nombre de transects qu'on fait est limité? A priori, non. Pourquoi? Parce que donc j'avais compris qu'il fallait faire un transect entre 2 et 4 km. Bon, déjà, tu as répondu à Cécile qu'on peut les fractionner, c'est une bonne chose, mais je me disais, qu'est-ce qu'on fait avec une plante qu'on trouve en dehors d'un transect? Est-ce qu'on peut la renseigner? Ah oui, c'est une bonne question. Oui. Donc, en fait, toutes les données, même les observations courantes, seront prises en compte, mais c'est important pour ce projet d'Atlas, vu qu'on veut faire un inventaire systématique de tous les carrés. Ce système de transect, c'est vraiment le protocole qu'on a choisi pour s'assurer que chaque carré sera suffisamment inventorié, suffisamment échantillonné, si tu veux. Donc, les transects, c'est la donnée nécessaire, mais pas forcément suffisante. En tout cas, elle peut être complétée par d'autres données, comme par exemple, si tu observes un autre endroit, par hasard, une orchidée en dehors de ton transect, elle sera prise en compte aussi. D'accord, c'est ça répond à ta question. Oui. J'en ai encore d'autres questions. Michel a aussi une question, tu veux poser? Oui, je voulais juste savoir, pour les transects, tu veux faire le même transect ou les mêmes transects si on les fait en plusieurs fois à chaque saison pour que ce soit un peu uniformisé? Oui, tout à fait, oui. Si on fait le transect à 2 saisons différentes ou même sur deux années différentes, l'idée c'est de faire le même transect pour observer les mêmes plantes, les mêmes milieux, mais à des saisons différentes et se donner la possibilité d'observer toutes les plantes qui poussent le long de ce transect.
Eddie voulait réagir là-dessus. Oui, ça correspond, enfin la question en ligne correspond un peu à celle que je voulais poser, c'est-à-dire que depuis que j'ai au courant du projet, j'encode plus acharnément et avec plus de soin des plantes via Ops Identify, donc pas encore via Ops Maps. Et je me demandais effectivement, est-ce qu'il rentre en compte? C'est pris en compte, mais c'est plus compliqué de les intégrer au projet. Ce n'est pas automatique en fait. Là, avec le système de Transact, vos données seront automatiquement intégrées à la base de données du projet. Est-ce que je vais redonner la parole aux personnes dans la salle? Excuse-moi, j'avais une question. Vas-y, Elisabeth. Est-ce qu'il y est possible d'imprimer la carte de son carré? Oui. Bonne question. Oui, je l'ai fait. Oui. Je l'ai déjà fait, moi. Via le Flora Bru? Je n'ai pas de la bonne qualité, je l'ai fait. Saisie d'écran, mais au moins pour avoir les repères des rues, vous s'arrêtez, quoi. Ouais, c'est ça. Sinon, vous pouvez y avoir accès sur votre smartphone. Et ça, ce qui est pratique, c'est que tant que vous avez la localisation de votre téléphone active, vous pouvez voir avec le petit point bleu ou sur Google Maps, vous pouvez voir où vous trouvez, si vous êtes dans votre carré ou pas. Donc, il y a les deux possibilités. Soit tu imprimes une carte avec le carré, soit tu utilises la localisation de ton téléphone. C'est pas clair ce que tu expliques là. Donc, tu veux dire, dans l'application iHop, on peut voir si on est dans un carré ou pas? Non, ici, je parle de Google Maps. Mais tu n'as pas les contours de ton carré sur Google Maps. Donc, si, tu peux les afficher. En fait, si tu vas dans la... je sais, tu vois mon écran là? Tu vois oui, je vois. La carte Flora Bru. En fait, si tu vas sur cette page avec ton smartphone et que tu cliques sur le petit carré ici en haut à droite, cette carte-là va s'afficher dans Google Maps, pardon. Et si ta localisation est activée, tu vas voir un petit point bleu s'afficher là où tu es et tu pourras voir dans quel carré tu te trouves. Et ce carré va bouger avec toi et tu pourras voir en temps réel si tu es toujours dans ton carré ou pas. C'est très intéressant, c'est expliqué dans le mode d'emploi? Oui. Parfait. Merci. Attends, maintenant tu me colles un doute, je vais vérifier que je l'ai bien intégré, sinon je le ferai dès que possible. Alors, il y avait encore plein de questions, je suis désolée, je ne sais plus dans quel ordre c'était. Bon, moi, depuis longtemps, donc j'ai regardé en même temps que tu parlais, donc j'ai déterminé autour de chez moi ce qui se passe. Le carré où il y a plus de verdure dans mon quartier est occupé. Et donc, moi, j'ai pratiquement des rues. Mais ce qu'il y a quand on regarde justement sur Google Maps, enfin sur ton truc que j'ai zoomé, mais tu vois qu'il y a plein de jardins. Ah, bonne question. Alors, il y a Charlotte, justement, à côté de toi, qui est responsable du projet Réseau Nature et avec qui on collabore dans le cadre de ce projet. Et l'idée, c'est d'impliquer les propriétaires de jardins Réseau Nature, si tu vois un petit peu de quoi il s'agit. Donc, c'est des gens qui ont fait labelliser leur jardin. Ouvert dernièrement. Voilà, tout à fait. Et donc, un petit peu partout à Bruxelles, il y a des jardins labellisés Réseau Nature et on est en contact avec les propriétaires. Et l'idée, c'est soit d'envoyer le botaniste responsable du carré inventorier faire un relevé floristique dans ces jardins, soit que les personnes, les propriétaires eux-mêmes fassent le relevé botanique de leur jardin. En gardant à l'esprit, évidemment, que dans un jardin, il y a plein d'espèces qui sont plantées, même parfois des espèces indigènes. Et donc, le mieux placé pour savoir si telle espèce est spontanée ou pas, c'est le propriétaire lui-même. C'est pas encore quelque chose sur lequel on a communiqué parce qu'on n'est pas encore au clair sur la manière dont on va fonctionner. Cette année, c'était plus le lancement du projet. Donc voilà, mais à partir de l'année prochaine, en fonction des carrés, des besoins d'échantillonnage, parce que ça va dépendre aussi justement du besoin d'échantillonnage ou pas, on verra comment on peut essayer de mettre en lien des jardins qui sont dans le réseau nature et des... Ça peut se trouver sur ton transept, un jardin peut se retrouver dessus. Ça, il faudra voir, justement. C'est pas ça l'idée. Non.
l'idée, c'est que ces inventaires-là dans les jardins viennent compléter en parallèle, si tu veux, le transact. Mais ton transact ne passera pas par les jardins. Puisque c'est chez moi, je peux passer par mon jardin. Oh, éventuellement, oui, pourquoi pas. Non, mais je me dis... oui. Mais bon, moi, il y a beaucoup de choses qui sont plantées. Il y a des choses qui ne sont pas plantées. Hein, ça, voilà. Je sais le dire, effectivement. Ben voilà, ça, c'est intéressant. OK, merci. Alors, Adrien? Est-ce qu'il doit y avoir nécessairement un transact par carré ou on peut créer plusieurs transacts? Ah, non, il peut y en avoir plusieurs. Ah, tu veux dire... Attends, je ne suis pas sûre de comprendre ta question. En fait, si j'ai compris qu'il fallait créer un transact entre 2 et 4 km par carré, est-ce qu'on peut faire, par exemple, 2 transacts de 2 km? Ah oui, que ce soit discontinu, tu veux dire. Oui. Oui, parce que quand il disait qu'on prend 10 minutes... Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, c'est résumé. On se fait un parcours de 2 à 4 km. Ce parcours, en fait, c'est un transect qu'on peut faire en plusieurs fois. En plusieurs fois, c'est ça l'idée. Mais fait. au moins une fois, il faut faire dans sa totalité, au moins une fois par saison. Voilà. Oui, donc c'est ça? Un transact divisé en plusieurs segments. Oui, si tu le fais en plusieurs fois. Et si vous voulez, votre transact, ça peut être les 2 diagonales du carré. Hein. Ça marche aussi. Sauf que vous ne serez pas, c'est pas sûr que ces 2 diagonales passent par tous les milieux intéressants, mais techniquement, ça pourrait quoi. Estelle, peut-être d'abord. Oui, éventuellement, oui. Valérie, tu peux me l'envoyer. Valérie, vous faites de la conversation à 2, tout m'échappe. Comment ça? Ah, la question c'était, est-ce qu'on peut m'envoyer le transact pour valider? Et la réponse est oui, pourquoi pas. Maintenant, je ne sais pas si je vais avoir le temps de valider 188 transacts. Mais a priori, je vous fais confiance. Je pense qu'avec les informations que vous avez eues, vous êtes tout à fait en... Excuse-moi, Michel, Anne a l'air très très pressée de me poser une question. Voilà. Je voulais savoir. Qui va à la chance par sa place. On a encore. Oui. Est-ce qu'on à la fin il faut télécharger? Oui. Est-ce qu'on peut télécharger à domicile? Oui. C'est encore mieux. Plein de Wi-Fi. Il peut y avoir le Wi-Fi. Voilà. C'est tout à fait possible. Une partie de au téléchargement, parce que tu es en 4G, ça peut être problématique. Ouais. Donc, il vaut mieux et ça va apparaître à l'endroit. Ça va apparaître. Oui. Nos plantes vont être encodées à l'endroit où on les a vues. Oui, c'est ça. Oui. À condition que tu fasses la toute dernière manip que j'ai montrée à la fin, où il faut encore faire intégrer ton transact dans le projet Flora Bru. Et alors là, c'est... le GPS sur le terrain, évidemment. Oui. Non, mais... Et c'est quoi activer la petite poutre comme ça? Oui, c'est ça, cette espèce de petite puce là. Donc il faut surtout... Et alors, tu as dit à 2 reprises, je ne sais plus dans quelle situation, mais notamment si vous n'êtes pas sûr, vous faites une photo. Oui. Tu as dit, il faut, mais à condition de se situer, de situer. Tu l'as dit. Il faut se situer. Tu as dit qu'il faut situer la plante. Géolocaliser. Alors, quelque chose que je voulais dire, c'est que dans observation.be, on peut insérer une plante indéterminée avec des photos. Et après, on peut revenir dessus. Donc, même comme l'exemple avec Epilobium SP, on peut dire, voilà, je prends un échantillon, je le ramène à la maison, je regarde avec la loupe, j'essaie de creuser un peu, éventuellement, je demande un avis. Et puis, mon Epilobium SP, je le change en Epilobium. Encore par après, voilà. Et alors, tu disais la même chose pour les espèces rares. Si on envoie, non, les espèces invasives, si on envoie plusieurs, il faut les mettre, celles-là, pas qu'un individu. Dans la mesure du possible. Oui. Ah oui, là, oui. Oui. Donc là, ça veut dire... Oui. Ça veut dire que... Puis encore un peu de Léa. Oui. Ça veut dire que... Je mets un peu de Léa dans telle coordonnée géographique, mais comment je fais ça? À chaque fois, ça veut dire que tu encodes... Sur un endroit, tu encodes Budléa. C'est automatique. Et c'est quoi le bouton en bas, c'est enregistrer, sauvegarder.
Voilà. Si tu fais 50 mètres, tu vois un buddléa, tu marques buddléa sauvegardé. C'est automatique. Non, non, parce que pour toutes les plantes communes, une seule occurrence suffit. Une par carré. Ah, parce que sinon on n'aura jamais fini. Hein. Ça, c'est important à dire, c'est que sur un an, les plantes classiques par rare ne doivent être encodées qu'une fois dans un carré. Oui. Ce n'est pas la peine de faire 50 observations. Oui. Oui, c'est ce que je disais. Alors, un peu de patience. Michel avait une question depuis longtemps. Pourquoi est-ce qu'il concerne les voies de chemin de fer? Oui, c'est une bonne question. Les voies de chemin de fer. J'avoue que c'est une question que je me suis posée aussi et je n'ai pas encore la réponse. Et la réponse est claire, sur les voies sûrement pas, mais au moins les talus qu'il y a autour qui peuvent être intéressants. Ah ben oui. Oui, mais on n'a pas accès aux talus non plus. Donc, on a accès aux quais. C'est vrai que sur les quais de gare, on a accès et il peut y avoir des espèces intéressantes, mais sur les talus, ouais. J'ai de gros doutes sur le fait qu'on puisse obtenir une autorisation. Ça vaut la peine d'essayer. J'aurais essayé. Alors, d'abord, c'est Étienne, hein, je crois. Oui, alors pour qu'une observation soit prise en compte, elle passe sous les yeux d'un validateur. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument une photo à chaque fois. Sinon, comment est-ce que le validateur va juger? Disons que il y a des espèces communes pour lesquelles je vous fais confiance. Vous êtes. Donc là, il n'y a pas de validation automatique. C'est une validation automatique, quoi. Ouais. Il y avait encore, je ne sais plus. Oui. Juste une question, est-ce que vous pensez mettre à notre disposition des listes d'espèces qui, par exemple, pour les espèces qu'on va considérer rares, soit qu'il y ait un consensus sur ça, ouais. Aussi éventuellement pour les espèces invasives, et ça peut être intéressant aussi, oui. Du coup je me dis des espèces qui sont susceptibles d'être semées. Donc ces trois listes, je pense qu'ils peuvent être intéressants. Oula. Alors les espèces susceptibles d'être semées, non, je ne vais pas faire parce que non, ça serait... Tu prends la liste d'Ecoflora. Et tu as toutes les plantes. Il y a Ecoflora, il y a Ecosem, il y a trop. Invasives, il y a un poster. Hein. Voilà. Alors, pour les invasives, moi, la liste que je prends en compte, c'est les 54 espèces de la liste fédérale. C'est ias.biodiversity.be. Et donc, vous sélectionnez... c'est 54 espèces de plantes terrestres. C'est vrai qu'idéalement, il faudrait rajouter les plantes aquatiques. Et pour les espèces rares, effectivement, ça, c'est encore quelque chose qu'il faut préciser. Mais je vous ai montré tout à l'heure, dans la préparation du terrain, je vous ai montré comment afficher sur observation.be les espèces rares, les espèces considérées comme rares par observation.be pour la Belgique, pas forcément pour Bruxelles, mais ça donne déjà une idée. Bruno. Oui, donc ton idée de transect, j'aime beaucoup. J'ai eu quand même Martin Tang comme formateur, qui est un père de la phytosociologie. Et donc, comment tu limites le transect? Parce qu'un transect, c'est une ligne. C'est une ligne, oui, effectivement. Tu délimites ça comment? Parce que tu dis transect à Martin Tang, il fait des bons pas possibles, parce que c'est juste le bord de chemin. Lui, c'est un relevé phytosociologique sur une ligne. C'est ça. Mais ça, je suis un petit peu obligée de laisser ça à votre appréciation et de vous faire confiance, mais je vous fais toute confiance. Je rappellerai Martin la prochaine fois. Si tu veux. Pour faire le transect avec Fabienne aussi. En milieu urbain, voilà. il faut interpréter. C'est vrai qu'en milieu urbain, on a des... Voilà, on longe un trottoir. Après c'est vrai qu'il y a des trottoirs qui font très large et des trottoirs qui font 50 cm de large. Comment on délimite la largeur du parcours? Dans la place Bruxelles. Oui. J'ai une question sur la liste des espèces rares, justement, sur observation.be. Est-ce que ça tient compte des observations qui sont masquées?
Ça c'est une bonne question. Les espèces qui sont les espèces rares qui sont sous embargo, les espèces obscurcies. Vous devriez y avoir accès, hein. Oui, mais l'intérêt, c'est que vous puissiez voir s'il y a des orchidées, par exemple. Est-ce qu'elles apparaîtront dans cette liste-là? C'est une très bonne question. Et alors, une autre question. Pour les personnes qui vont adopter le carré, c'est possible d'avoir l'information des espèces. Ils pourront le voir? OK. Ou alors, il faut que nous, on fasse une manipulation, peut-être? On doit demander OK, d'accord. OK. Oui. Il y avait encore une autre question. C'est pour les carrés en forêt de soigne. Il faut faire le relevé des arbres, mais les arbres en forêt de soigne sont plantés. Donc, on ne les prend pas en compte. Plantés il y a longtemps. Oui, c'est ça. Oui, c'est aussi une bonne question. En forêt de soigne, est-ce qu'on prend en compte les arbres, les hêtres qui sont plantés? Est-ce que ça doit apparaître dans l'atlas? Parce qu'il y a des arbres qui sont plantés. What do you think? Il faut se rendre compte qu'il faut un échantillon par carré. Ce n'est pas si complexe que ça n'a pas l'air au premier abord. Qu'est-ce que tu veux dire? Si dans un carré, il y a un être. Hein? Oui, c'est ça. La question, c'est est-ce qu'il est planté ou est-ce qu'il est... les êtres sont plantés en forêt de soigne. Maintenant, est-ce que ça nous intéresse de savoir qu'il y a plein de êtres plantés en forêt de soigne? Oui, on le sait. On n'a pas besoin d'un atlas pour ça. Pardon, Rosemary? Il y a des arbres spontanés aussi. Oui, c'est ça. Hein. Ils sont là depuis très longtemps. Mais c'est des questions qui se posent. Hein, donc, Oui. Donc, cet atlas, il commence officiellement en 2025. Tu dis qu'on peut déjà commencer. Oui. Ça veut dire qu'on peut déjà maintenant faire son parcours officiellement, commencer notre transect aujourd'hui, maintenant. OK. Et si je n'ai pas eu le temps de tout faire parce que c'est les vacances, etc., pour la saison de l'été, je recommence. Tu peux continuer en 2025. En 2025, d'accord. OK. J'ai 3 questions assez pratiques. PlantNet, enfin, Obsidentify est parfois très péremptoire, on a vu dans les identifications. Et bon, je n'ai pas tellement d'expérience. Par rapport à PlantNet, est-ce que ça peut être utile de faire valider par PlantNet d'abord pour voir le niveau de certitude avant d'encoder dans le transect Moi, ça m'arrive de comparer, d'utiliser PlantNet en complément d'Obsidentify pour voir s'ils sont d'accord ou pas. Et si pas, ben alors... c'est juste un outil comme une clé de détermination. Oui, mais c'est moins fiable a priori qu'une clé de détermination. OK. J'ai pas d'expérience comme j'ai peu d'expérience, ça m'intéresse de prendre un carré, mais... Est-ce que tout le monde entend les questions jusqu'au fond? OK. Bon, je n'ai pas beaucoup d'expérience, donc ça m'intéresserait éventuellement de prendre un carré à ma charge, mais éventuellement de faire équipe avec quelqu'un de plus chevronné, soit dans mon carré, soit en plus de mon carré, éventuellement aider quelqu'un qui n'a pas tellement envie d'encoder, enfin que je pourrais assister, quelqu'un de plus chevronné que je pourrais éventuellement assister. Après, je ne sais pas comment faire le lien, si on passe par toi ou... C'est une bonne manière, oui. Et alors, ma dernière question, je ne sais pas s'il y a des photographes parmi vous, mais si je m'équipe en photo, est-ce qu'il y a un conseil par rapport à un type d'objectif à utiliser? Un truc, il faut prendre un petit appareil qui n'est pas trop lourd. Je trouve que j'ai vu Bernard à Bièvre, on a un puce TG6 ou des choses comme ça. Tout reste net. Très bon appareil. Le TG6 dont vous parlez. Oui. Oui, c'est vraiment un rapport qualité-prix
tout à fait 500 €. Hein. acceptable. Ah oui, G6. Ok. Je ne connaissais pas. Olympus. Ah, non, Olympus TG6. Je retiens. Au revoir Thérèse. Mais en fait, le problème avec un objectif normal, c'est que même s'il est net dans une tranche, il peut être flou devant et flou derrière. La profondeur de champ. Du style et des entères, parfois ça pose problème. Mais c'est aussi ça peut être un avantage pour isoler vraiment la fleur ou la plante par rapport à un arrière-plan. Si tu veux un arrière-plan et avant-plan suffisamment net, avec cet appareil-là, tu peux. En fait, il fait plusieurs centimètres, il fait des tranches. J'ai oublié le nom. Stacking. Avec des appareils compacts relativement sophistiqués, disons. Une des indications intéressantes, enfin importantes, c'est de travailler en grand angle. Donc, ne pas, ou au minimum, employer la mise au point rapprochée est beaucoup plus effective. La profondeur de champ est beaucoup meilleure en grand angle. Et d'ailleurs, les appareils, zoom 12 fois qui commence à 8 et qui s'arrête à 108, n'y fait pas trop confiance.